Et bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne avec la tier list 2026. Je me suis dit que c'était mieux d'alimenter la tier list de l'année mois par mois, ce qui va me permettre vraiment de revenir sur tous les films que j'ai vus, que ce soit au cinéma ou en plateforme de streaming, et de tout de suite les classer dans notre fameuse tier list, plutôt que le faire en fin d'année. Et surtout, énormément de personnes font des critiques de films, et les vidéos que je fais en termes de critiques ne marchent pas, et en plus je peux pas me permettre de sortir les critiques le jour J, donc ce qui fait que je les sors vraiment en décalé, mon planning ne me le permet pas. Du coup je préfère ce format là qui me permettra de revenir sur chaque film plus ou moins rapidement selon si le film m'a marqué ou non. Et puis si le format vous plaît, je pourrais faire la même chose pour les films qui ne sont pas sortis en 2026 mais avant, étant donné que je découvre beaucoup plus d'anciens films que je n'en vois au cinéma ou sur plateforme de streaming. Je pense que c'est le cas pour énormément de monde, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous rappelle le format de la tier list. On a le flop 5, qui sont les pires films de l'année. On a Au bord du gouffre, on n'est pas loin du flop évidemment. On a Oh la déception, je l'ai remplacé contrairement à la tier list de l'année dernière où c'était j'ai oublié, parce que comme je vais faire au mois par mois, et puis que j'ai trouvé que la pertinence de cette case n'était pas vraiment adéquate du coup au format, je l'ai remplacé par Oh la déception, parce qu'on a vraiment énormément de déceptions toute l'année. On a la suite de trop, aujourd'hui il y a énormément de suites qui sortent, donc je pense que c'est une case qui peut se remplir assez facilement, et des suites pas toujours de qualité évidemment. Mi figue mi raisin, c'est vraiment le film moyen. On a le film C'est Fun, voilà, c'est fun, c'est pas le film de l'année, mais vraiment, je me suis amusé devant. On a le Juste Bien, voilà, c'est juste bien. On a Aux portes du Panthéon, ça peut presque rentrer dans le top 5, et on a évidemment le top 5 de l'année. Pour ce mois-ci, on a 5 films, et on va tout de suite commencer avec Greenland, sorti le 14 janvier, qui est une suite, Greenland Migration, suite de Greenland, qui était une surprise à l'époque où c'est sorti. Réalisé toujours par Rick Roman Vogue, qui est un réalisateur qui a déjà fonctionné avec Gerard Butler, qui est l'acteur principal du film. Il avait fait avec lui notamment La Chute de Londres, il me semble. C'est une trilogie, mais il n'a pas réalisé tous les films de cette trilogie-là. Il y a aussi La Chute de la Maison Blanche, etc. Donc c'était une petite surprise vis-à-vis de son budget, qui était assez surprenant. Les effets spéciaux, les incrustations, CGI sont vraiment bien foutus, etc. Il y avait très peu de budget. En tout cas, il y avait peu de budget pour les effets que ça demandait, et franchement c'était vraiment la petite surprise, film catastrophe qui fonctionne très très bien. D'ailleurs je vous en avais parlé dernièrement, je voulais absolument le revoir et je le possédais pas dans la collection lors d'un bilan achat. Et voilà, je voulais le revoir avant de voir justement Greenland Migration. Et je me disais que le film allait avoir plus de budget, donc ça allait être un peu plus généreux. Et le film dure 1h30, et ça va être un petit peu son principal défaut, parce que encore une fois, je trouve que les effets d'incrustation sont très très bien faits, ça marche très très bien, les effets spéciaux sont vraiment de qualité. On a vraiment ce côté apocalyptique. Par contre, là où ça va pencher, c'est vraiment scénaristiquement, parce qu'on va être très limité par le temps. Alors oui, c'est certes efficace, ça va droit au but en 1h30, mais le problème c'est que les enjeux sont trop épilotractés. On est quand même sur un monde censé être apocalyptique, post-apocalyptique, on ne peut pas se déplacer comme ça. On comprend par exemple que Londres est clairement sous l'eau, et je trouve que les personnages se déplacent un peu trop rapidement. Il y a le problème aussi de devoir retrouver un autre Greenland, une autre terre où on va pouvoir se protéger, et on comprend pas tout à fait comment fonctionne cette nouvelle terre protégée, où on peut se faire attaquer à droite à gauche, et c'est pas toujours bien foutu de ce côté-là. Par contre, je trouve vraiment le film d'une efficacité redoutable. On retrouve du coup Gerard Butler, on retrouve Morena Baccarin, qui était sa femme du coup dans le film, et son enfant, qui est toujours joué par Roman Griffin Davis. Donc voilà, c'est un film, contrairement à beaucoup de personnes qui l'ont mal noté, j'ai vu, moi je me suis vraiment amusé devant, donc je vais le mettre dans la case c'est fun. Pour moi c'est pas la suite de trop,
La fin est plutôt culottée, je trouve, mais encore une fois, le gros défaut du film, c'est qu'il veut aller trop vite et qu'on a l'impression que les personnages se téléportent, mais il y a des vrais moments de tension. Je pense à un moment où ils vont devoir traverser un pont suspendu du fait que la Terre a été partiellement détruite, que je trouve fortement intéressant. Des fois, ça manque de décor un petit peu apocalyptique. Et encore une fois, les personnages se déplacent beaucoup trop vite et on comprend pas trop le pan scénaristique des affrontements. Des affrontements entre une espèce de résistance et des rebelles. Enfin, ils essayent de mettre ça en place, mais c'est très mal foutu et on comprend pas trop cette espèce de guerre post-apo qu'ils veulent mettre en place. Et je pense que c'est vraiment par un manque de temps plutôt que par un manque d'ambition. Mais d'un côté, j'en ai marre des films de 2h30 qui ne racontent pas grand chose. Donc là, il va vraiment à l'essentiel, mais le film quand même mérite peut-être une demi-heure de plus. Il aurait duré 1h50, 1h, 2h, ça aurait pas dérangé. Là, je crois qu'il fait vraiment 1h30 tout pile. Donc c'est peut-être un petit peu trop court, étant donné en plus le succès entre guillemets du premier, ils auraient pu mettre un petit peu plus de budget, donc c'est pour ça que je le mets dans la case c'est fun. On va enchaîner avec un autre film qui est sorti du coup le 14 février, qui est 28 ans plus tard, du coup le deuxième opus, je me rappelle plus exactement comment il s'appelle. C'est réalisé par Nia DaCosta, qui est la réalisatrice tout simplement de l'excellent The Marvels, qui partait dans tous les sens, hein, donc The Marvels qui regroupait Captain Marvel, Miss Marvel, etc. D'ailleurs une personne que j'adore, où avec mon frère on s'était bien marré. Comment elle s'est retrouvée sur ce film? Mystère et boule de gomme, et pour moi c'est clairement la déception. Alors ça va pas être la suite de trop, tout simplement parce que j'ai été happé, ils ont réussi à m'avoir sur la dernière scène du film, hein. Pour ceux qui l'auraient vu, je vais pas forcément spoiler, mais voilà, ça m'a donné envie qu'il y ait une suite, donc pour moi si c'était la suite de trop il fallait s'arrêter là, mais pour moi c'est plus une véritable déception. J'avais adoré personnellement le film de Danny Boyle, voilà, je le trouvais très très efficace. Au casting on retrouve Ralph Fiennes qui était un personnage vraiment énigmatique du premier, et j'aurais vraiment souhaité que l'intrigue se concentre uniquement sur lui, parce que d'ailleurs je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, sa relation avec comment il s'appelle, avec Lewis Parry, qui joue Samson, donc un espèce de zombie mais qui va essayer de retrouver une humanité. Donc en fait c'est Ralph Fiennes, le personnage de Ralph Fiennes, du docteur, qui va essayer de lui faire retrouver une humanité, et je trouve vraiment que c'est ce qui marche véritablement bien dans le scénario. Le problème c'est que les zombies sont complètement oubliés, et puis surtout il y a le groupe de Jack O'Connell où on va retrouver notamment Alfie Williams, qui était du coup l'enfant qui survivait dans le 28 ans plus tard, première partie on va dire entre guillemets, et qui se faisait choper à la fin par le groupe de Jack O'Connell, et ils vont essayer de faire encore une fois un espèce de Negan bis où on va refaire une scène à la Negan, etc. Donc on va marcher sur les plates-bandes des scènes qu'on a vues et déjà revues dans les films apocalyptiques de zombies. Voilà, on connaît, on sait. C'est du vu et revu pour moi, les scènes comme ça, gore, où un groupe va en attaquer un autre, et surtout en plus ça manque cruellement d'émotion, parce que par exemple un Negan, quand il va buter des membres du groupe de Rick, les groupes de Rick ça fait je sais pas 8 saisons qu'on les suit, ou 7 saisons, et là pour le coup les personnages qu'on rencontre on en a rien à foutre, enfin personnellement je m'en fous quoi, même si c'est gore c'est vrai, mais voilà, il y a une scène par contre où c'est une scène sur avec de la musique rock, je me rappelle plus si c'est pas AC/DC qui fout ou quoi, avec Ralph Fiennes, mais qui est démoniaque, vraiment j'ai adoré cette scène, mais pour le reste, j'ai trouvé le film thématiquement faible, hormis la prestation de Ralph Fiennes et sa thématique à lui. Le reste c'est du déjà vu, donc le film nous interroge sur des choses qu'on a déjà vues. Les zombies sont vraiment absents contrairement à l'épisode précédent, et vraiment ça me manque. Et ouais, c'est du vu et revu, j'ai pas été happé par les prestations, donc vraiment ça a été une grosse déception pour moi. J'attendais bien mieux. Alors c'est pas la suite de trop, parce que la fin m'a vraiment donné envie d'avoir une suite, mais enfin ils ont vraiment joué sur les sentiments, hein. C'est juste pour cette raison-là. L'acteur de Samson, donc encore une fois, Lewis Parry, est vraiment bestial, quoi. C'est vraiment, sa prestation est exceptionnelle.
Voilà, c'est pas dégueu, hein, au niveau de la photo, tout ça, il y a pas de problème, mais non, non, c'est juste pas pour moi, c'était pas possible et bah, c'est l'inverse de beaucoup de monde qui n'avait pas forcément été happé par le premier 28 ans plus tard et là qui ont adoré. Bah moi c'est l'inverse, j'adore le 28 ans plus tard, premier du nom, bah, alors le deuxième, non, non, c'est pour moi c'est pas possible. Donc une véritable déception. On enchaîne avec non pas un film sorti au cinéma, mais une sortie sur Netflix qui s'appelle The Rip, c'est sorti le 16 janvier. C'est réalisé par John Carnahan, qui avait fait notamment Le Territoire des loups, que j'adore, et qui est avec Matt Damon et Ben Affleck. On aurait pu croire que bah, le duo a scénarisé tout simplement The Rip, hein, parce que c'est des scénaristes de qualité, hein. Je rappelle qu'ils ont fait Le Dernier Duel pour Ridley Scott, mais aussi Hunting Hill, je crois, un film qui avait été oscarisé à l'époque avec Matt Damon aussi en tant qu'acteur, et, euh, et Robin Williams qui était un excellent film. Et ben c'était juste bien. Voilà, c'était bien. Ils auraient peut-être dû le scénariser justement parce que je trouve que à un moment donné le scénario tourne vraiment en rond et je trouve que c'est un petit peu trop euh, c'est un petit peu trop lourd scénaristiquement, c'est pas surprenant quoi. Enfin, j'ai pas été surpris par la finalité de cette enquête. Donc en fait, c'est des mecs qui récupèrent des billets et là en fait, ils vont tomber sur vraiment une grosse somme d'argent alors qu'ils n'étaient pas censés tomber sur cette somme-là et il y a forcément une taupe dans l'équipe et on va découvrir au fur et à mesure que le film avance quelle est la taupe et surtout ils vont devoir résister à travers ce bâtiment et c'est pareil, la scène de fight dans ce bâtiment, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. Malgré tout, la prestation de Ben Affleck et de Matt Damon est vraiment bien. La grosse déception aussi, c'est la présence de Teyana Taylor, qui, je le rappelle, a fait partie d'une bataille après l'autre et qui, pour moi, va clairement avoir l'Oscar. Et ben là, elle est complètement mais sous-exploitée. Quand t'as une actrice de cette qualité-là, ben, mais là au premier plan. Là, elle sert juste à compter les billets, on la voit à peine, c'est vraiment déceptif. Et à noter aussi la présence de Stephen Yeun, et aussi celle de Kyle Chandler, qui a notamment fait le flic qui arrête DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, hein, qui arrête Jordan Belfort, un acteur que j'apprécie particulièrement. Donc c'est pas un film qui va rester dans les mémoires, c'est pas mi-figue mi-raisin, parce que quand même ça se regarde pas mal, voilà, donc voilà, c'est un divertissement de qualité, c'était juste bien, voilà. J'aime moins que Le Territoire des loups. Je m'attendais peut-être un petit peu à quelque chose de meilleure qualité, surtout avec Ben Affleck et Matt Damon, mais qui malheureusement n'ont pas scénarisé. Et je pense qu'ils auraient dû parce que ça aurait été de meilleure qualité. On enchaîne ensuite avec Primat, le premier film d'horreur, enfin bon, avec 28 ans plus tard, mais là c'est vraiment horreur. Donc on a un singe qui va devenir fou et qui va buter des ados. Donc on est vraiment sur bah, le slasher avec un singe quoi, à la place d'un requin, d'un crocodile, etc. Bah cette fois on va mettre un singe et ça va faire référence à la maladie de la rage. Et donc pour moi c'est mi-figue, mi-raisin clairement. En fait c'est le film cliché par excellence, c'est-à-dire que bah, quand tu vas voir ça, tu t'attends à voir ça. Ça me fait penser un petit peu à La Nuit des clowns tueurs là que j'avais vu l'année dernière. Bon, c'est un petit peu mieux quand même. C'est très très bien réalisé, c'est très bien foutu. Donc, enfin, c'est très bien foutu, c'est très bien réalisé. Entre guillemets, les effets de gore, etc. Quand le singe va arracher les visages, tout ça, vraiment au niveau practical, c'est super bien fait, maquillage et tout. Vraiment, c'est gore et ouais, ça te tend les tripes, ça te tord les tripes. C'est réalisé en fait par Johannes Roberts, qui a une carrière pour moi en demi-teinte, qui a fait notamment le Resident Evil Raccoon City, qui est pour moi complètement raté, mais par contre qui avait fait l'excellent 47 Meters Dawn, que je vous invite fortement à regarder, qui est disponible sur Amazon Prime, et qui avait fait sa suite également, qui est un petit peu moins bien, mais que j'adore aussi, enfin que j'aime plutôt pas mal, sur un film de requin, mais qui marche vraiment du feu de Dieu, 1 heure et demie, c'est voilà, c'est très très efficace. Et donc là, il réalise Primate, hein, il revient au film Animal, et bah, c'est cliché à mort. En fait, on a du coup c'est typique. En fait, ce qui est sympa, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est un film euh, où les ados sont vraiment ciblés. On a des personnages vraiment concons avec des meufs, des adolescentes. Bon, bah voilà, à moitié des sapés comme les films à l'époque de requins et tout, qui veulent absolument pécho les mecs, etc. Avec un daron limite qui dit à sa fille, allez, va te faire défoncer ma fille. Enfin, c'est un petit peu what the fuck de ce côté-là. Mais voilà, on est vraiment sur le film typique. Euh, ouais, typique des clichés de films
de ce genre-là, de toute façon. À noter donc les actrices, c'est Johnny Sequoia et Jessica Alexander que je ne connaissais pas. Par contre, à noter la présence de Troy Costar qui avait fait l'acteur principal pour Coda, hein, Coda qui avait été oscarisé, il me semble. Donc qui est le remake de La Famille Bélier. Hein, donc en gros, c'est l'acteur qui c'est l'équivalent euh, de comment il s'appelle, François Damien pour nous en France, qui est sourd et muet du coup. Et il va y avoir toute une interaction comme ça avec le singe qui est plutôt pas mal quand le singe intervient avec une espèce de tablette où il sait parler en fait et en gros il leur met la pression. Il arrive quand même à nous tendre avec un singe donc c'est tout à son honneur mais ça reste quand même très limité. Et surtout, le fait qu'il soit sourd, en fait, le père n'est que très peu présent. Il va vraiment se pointer à la fin. Et c'est assez dommage parce que je pense qu'ils auraient pu jouer là-dessus et en fait, ils ne jouent pas assez là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment le film typique de base, Primate, que j'ai vu avec mon pote Chris, dédicace à toi d'ailleurs, donc pour moi c'est du mi-figue, mi-raisin. Et je conclurai pour ce mois de janvier avec un film qui s'appelle Hamnet, qui est réalisé par Chloé Zhao, qui est sorti du coup le 21 janvier également, comme Primate, et pour moi c'est vraiment le haut du panier, et étant donné que pour le moment il n'y a pas d'autres films, on le rentre tout de suite dans le top 5. Donc en fait c'est un roman qui est écrit par Maggie O'Farrell, qui est sorti en 2020, en fait, qui est une espèce de, ouais, bon, c'est imaginé, on va dire, mais c'est sur William Shakespeare du coup et sa femme et sur le décès de leur fils Hamlet, du coup. Et donc, on va vivre concrètement une tragédie et la prestation des acteurs, donc que ce soit Jessie Buckley, qui est excellente, mais vraiment, j'imagine qu'elle a l'Oscar, et Paul Mescal. Alors Paul Mescal, pas sélectionné aux Oscars, c'est une véritable honte. Paul Mescal, qui je rappelle, est l'acteur principal aussi de Gladiator 2, qui est vraiment excellent aussi dans le film. Je ne comprends pas pourquoi lui n'est pas sélectionné, quoi. Enfin, je veux dire, si elle est sélectionnée, sélectionnez lui aussi. Il fait une prestation de ouf en William Shakespeare, et vraiment, c'est un film, je trouve, bouleversant. Déjà, c'est un film plein de romance où on comprend vraiment la romance qui est liée entre les deux. C'est un film un petit peu aussi mystique. Il y a vraiment un côté, pas fantastique, mais ouais, presque une ambiance de sorcellerie, enfin une ambiance moyenâgeuse, on va dire, hein, on va pas se le cacher, parce que elle, voilà, est très liée au bois, etc., à la forêt. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs dans le village au début, comme quoi ce serait potentiellement une sorcière, tout ça. Donc ça, c'est plutôt bien. J'adore les décors, hein, c'est très nature. Voilà, on est vraiment nature. Et j'étais très intrigué de voir justement comment elle s'en sortait pour mettre en scène le Londres à l'époque moyenâgeuse. Alors, on le voit vraiment que très rarement en gros plan, mais ça marche, je trouve, très très bien. C'est vraiment beaucoup de plans serrés, de gros plans sur les acteurs, tout ça. Chloé Zhao, hein, qui a réalisé No Man's Land, qui a déjà eu No Man's Land, je crois que ça s'appelle, qui a déjà eu l'Oscar, etc. Moi, que je ne connais que pour les Éternels, qui avait une approche très Zack Snyder, ouais. On va pas se le cacher. Et donc ouais, vraiment, c'est quelqu'un qui aime, je pense, mettre en scène les relations humaines. Et puis alors, la scène de fin, moi, me bouleverse quand du coup, la femme de Shakespeare va pour la première fois voir une pièce de son mari et qu'elle comprend en fait son métier et qu'est-ce qu'il fait. Et puis en plus, il y a tout ce lien avec leur fils Hamlet qu'elle a perdu, etc. Et cette scène et cette puissance quand elle va tendre la main sans trop spoiler à cet acteur qui est en train de jouer un personnage en train de mourir, c'est juste mais d'une puissance mais fabuleux quoi. Et ouais, c'est vraiment fantastique. C'est un film clairement qui peut vous tirer les larmes, qui a failli me les tirer plusieurs fois, mais la fin je l'ai trouvé d'une puissance redoutable. C'est pas un film épique ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment une romance, un drame familial. Et c'est vraiment trop trop cool. Il y a aussi qui joue la mère de William Shakespeare, c'est Emily Watson, une actrice que j'aime beaucoup, qu'on a vu dernièrement notamment dans la série Dune Prophétie, qui est régulièrement là, qu'on avait vu aussi dans Tu ne mentiras point avec Cillian Murphy, un film irlandais, un petit film indé, donc ouais, une actrice que j'apprécie particulièrement aussi. Donc voilà, j'ai adoré ce film qui, je pense, peut repartir avec plusieurs statuettes, vraiment sans hésiter. À noter qu'aussi que c'est produit par Steven Spielberg, mais pas que,
par Sam Mendes également, un réalisateur que j'apprécie, hein, vraiment. Donc deux réalisateurs de grande qualité. Et donc voilà, bah, un film qui mérite d'être vu par énormément de monde, mais âme sensible, je pense, s'abstenir parce que beaucoup vont pleurer. Et c'est pas les acteurs pleurent, etc. Mais c'est pas forcé. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment naturel et c'est ancré dans le scénario. Là où des fois on a l'impression qu'il chiale toutes les 2 secondes. Je pense là à Valeurs sentimentales, où je suis passé complètement à côté de ce film qui est nommé aussi pas mal de fois aux Oscars. Là vraiment, moi j'ai été complètement happé. Et puis bah j'aime toujours hein, cette période-là, etc. Et puis bah je connais pas tant que ça en fait William Shakespeare, etc. Donc là je sais que c'est plutôt romancé, hein, c'est imaginé, c'est pas vraiment ce qui s'est passé dans la vraie vie pour William Shakespeare. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment apprécié Hamnet, tout simplement. Donc voilà, bah, pour nos 5 premiers films, à savoir que pour janvier, je sais que j'ai Nuremberg à rattraper, donc qui sera en février, et puis bah il y a plusieurs films qui arriveront en février, donc voilà. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me dire vous si vous aurez placé ces films dans une autre catégorie, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Hein. Voilà, hein, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et puis bah nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.